deviennent des espèces de palimpsestes. D'ailleurs, assez souvent, ces éléments collés ne sont pas complètement collés. Ce sont des morceaux qui sont collés d'un côté et le scotch qui est là fait charnière. Et par conséquent, on peut ouvrir le collage pour regarder ce qui était caché. Et ça permet, évidemment, ça permet de véritables, si vous voulez, des espèces de poèmes-objets, hein, des poèmes, bon, des objets à l'intérieur desquels le texte joue un rôle essentiel, bien sûr. Franck, votre compagnonnage avec les peintres? Oui, il est important. Quand j'ai travaillé à ma première revue qui s'appelait Chorus, un certain nombre d'artistes ont travaillé avec moi. Et travailler avec moi, c'était vraiment au plein sens du terme, c'est-à-dire que je leur donnais 8 ou 10 pages de ma revue, et ils faisaient ce qu'ils voulaient dedans. Ils payaient, ils dessinaient, ils collaient. Et ça, je l'ai fait aussi pour ma seconde revue, Monsieur Blum. Ça veut dire que ma première naissance c'est la littérature, j'avais 16-17 ans, mais ma deuxième naissance, qui a été aussi importante pour moi, pour mon travail, pour la Légion du Monde, ça a été aussi très vite, vers 25 ans. Je me souviens de l'époque où on se téléphonait, on disait il y a un Monory qui est exposé chez Blumenthal. Et donc on se précipitait pour le voir. Les premières toiles de Clasen que j'ai vues, c'était des portes. Et des portes toutes simples. Et c'est pareil, je me suis dit, mais ce sont des gens qui me représentent complètement, dans lesquels je me retrouve aussi. Et j'ai souvent l'occasion de dire que ma formation littéraire, elle est passée par la peinture d'abord. Alors c'était une époque assez précise. Hein. C'était des peintres, je dirais, qui étaient à la fois figuratifs. Il y avait aussi certainement, on pourrait dire, une dimension politique dans leur peinture. C'est là. Mais il y a aussi parmi vos proches, enfin, ceux que vous aimez, quelqu'un comme Christian Boltanski c'est tout autre chose. Oui, j'ai une grande admiration pour Christian Boltanski, parce que il a osé faire. Je l'ai connu, il habitait dans un hôtel particulier, il avait une petite chambre, il servait d'atelier, de chambre, et lorsqu'on rentrait chez lui, il y avait des lames de rasoir qui pendaient au bout des ficelles, alors il fallait passer comme ça, et ça m'a plu tout de suite. C'est votre côté fakir. Et ensuite, c'est quelqu'un qui n'a jamais été décevant pour moi, qui a continué jusqu'à devenir ce qu'il est maintenant, un des grands maîtres. Mais ne parlons pas de la réussite. Sentimentalement, pour moi, le peintre qui a participé à ma compréhension du monde, c'est Monory. C'est quelqu'un que j'aime, qui a énormément compté pour moi, parce qu'il avait pris d'emblée une distance entre sa vie et la réalité, et il y avait de l'humour entre les deux. Et moi, j'ai mis longtemps avant de dire d'oser écrire des choses drôles. Et je dis toujours que je suis un écrivain comique. Mais c'est pas faux. Mais justement, j'avais une question que j'ai pas osé vous poser tout à l'heure parce que c'était pas le moment. Mais vous parlez, vous qualifiez souvent, vous parlez d'humour jaune. Je trouve que c'est assez bien trouvé.
Mais est-ce que l'humour change avec l'âge, avec le passage du temps? Et est-ce que vous avez de l'humour quand vous êtes seul? Oui, oui. Je me fais rire en me regardant dans une glace. Parce que je me dis, pourquoi es-tu si angoissé? Ça me fait rire. Je plaisante à peine, mais les deux peintres que j'ai toujours placés au-dessus de tout, c'est deux peintres de la rigueur, de l'observation objective du monde. C'est Tazen et Mallory. Et quand je dis objective, ça me ramène à la littérature et à mon goût pour les objectivistes. Je suis partagé entre le lyrisme le plus total et l'objectif. Bon, on a fait un petit peu un tour. Alors on va enchaîner sur la. On va enchaîner sur la musique, puisque je suis avec vous, on va rester avec vous, et puis on va faire circuler. Donc, j'ai pensé parler de la musique parce que là aussi, il y a certainement un rapport différent pour chacun des poètes ici présents. Chez vous, ça pourrait, disons, se voir déjà à plusieurs étages. Est-ce que la première chose, c'est que si vous avez envie de parler d'un musicien que vous aimez particulièrement, d'un compositeur que vous aimez particulièrement, vous allez le faire. Mais il y a une question que je ne veux pas qu'on loupe, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a dans votre façon de construire vos livres quelque chose d'un paradigme musical? Il me semble, par exemple, qu'il y a plusieurs aspects à ça. Il y a le fait, il me semble, que par exemple dans la descente de Lescaut, ça convoque immédiatement l'image du Wanderer de Schubertien, mais que ça convoque pas seulement ça, puisque on sent que c'est toujours une voix, c'est-à-dire le ton venaille, comme on dit, qui s'exprime dans ce livre, et en même temps, en variant l'écriture, la forme des poèmes, c'est comme si vous réintroduisiez une forme, une pluralité de voix au sein d'une même voix, si pour essayer de me faire comprendre. C'est-à-dire que on n'est absolument plus dans une monodie. Voilà, il y a une variation des timbres, des effets de voix, des dictions peut-être aussi. Donc il y a cette question, voilà, du paradigme musical, en quoi votre réflexion sur la musique a pu intervenir dans votre façon d'envisager le poème. Oui, je suis fait de Shostakovich. Et de loin l'artiste que je préfère, qui m'a tant apporté, parce que je l'ai beaucoup écouté, et on est saisi à la fois par sa grandeur dans ses symphonies qui sont politiques, des symphonies à la gloire de l'armée soviétique, et des symphonies dédiées à Staline qui sont en fait perfides, où finalement il se moque de lui. Mais ça, c'est le côté politique qui est dépassé. C'est quelqu'un qui toute sa vie a été mal à l'aise, mal dans sa peau. Et il n'y a qu'à regarder tous les catalogues, tout ce qui existe sur Shostakovich. Et pas sur aucun cliché, on le voit sourire ou rire. Et c'est pas l'équivalent de Buster Keaton. C'est un homme qui souffre profondément dans sa chair
de ce qu'il est obligé de vivre, c'est-à-dire de vivre dans la peur, dans la terreur, vivre avec sa valise près de son lit, parce qu'il sait que lui, le KGB peut venir l'arrêter. Et c'est le prototype de l'artiste malheureux et qui en même temps sublime ce malheur, cette difficulté à vivre, par un enthousiasme, une énergie, une violence musicale qui me paraît avoir un peu d'équivalent et qu'on retrouve dans ses opéras, par exemple, et dans ses symphonies. Ben là, il a de l'humour. Oui, il a de l'humour, mais ça ne fait pas rire pour autant. Et puis, bien sûr, il y a, quand j'ai écrit sur Trieste, sur un essai sur la ville de Trieste, j'ai pensé à Schubert, qui pourrait illustrer le mieux possible cette ville. Et d'ailleurs, c'était pas. Historiquement, c'est pas faux, puisque le seul port de l'Autriche-Hongrie, c'était Trieste. Donc on peut rêver un peu et imaginer que Schubert est descendu jusque devant la mer. Mais parmi les œuvres qui sont importantes pour vous, il me semble qu'il y avait aussi Péléas et Mélisande. Ça, c'est ma grande passion. Péléas et Mélisande, pour moi, c'est une œuvre totale, complète, parce qu'elle traite de plusieurs sujets qui ne sont pas évidents à analyser. Mais on peut penser que c'est quelqu'un qui a eu la prémonition de ce qu'allait devenir la Belgique. C'est-à-dire ce hiatus, cette séparation qui personnellement me blesse beaucoup entre le francophone et l'irlandophone. C'est quelqu'un qui a su parler de l'enfance avec le petit Tignol, ce petit garçon qui traverse la pièce, qui traverse l'opéra. Et puis, il y a deux portraits d'hommes, Péléas et son frère Golo, qui sont, je pense, parmi les choses les plus complexes qu'on ait vues à l'opéra, surtout Golo. J'avoue, dans la vie, je me réfère souvent à Golo, qui est le prince brisé par sa jalousie, son incapacité à comprendre l'autre. Et Péléas, c'est le jeune frère qui meurt. Et tout ça se déroule dans un château où les souterrains envahissent le terrain et où on peut imaginer que bientôt le château sera déconstruit par lui-même. Shostakovich est peut-être le rappel de mon idéal de jeune homme quand je militais activement au retour de la guerre d'Algérie. Et c'est peut-être pour ça que je suis si attaché. Mais il y a aussi dans mes amours de musique, il y a Wozzeck, sur lequel j'ai écrit, enfin, en réfléchissant à sa vie, j'ai écrit des poèmes justement dans le Capitaine de l'angoisse animale. C'est-à-dire cet homme qui souffre comme un damné, qui est exploité par ses officiers, et donc qui est trompé, je ne sais pas si le mot est juste, par sa femme, mais enfin, par la femme avec laquelle il vit, qui est sa femme d'ailleurs, et qui la tue et qui se suicide.
c'est la condition humaine qui est ramenée comme ça, concassée,